Merci de votre attention, madame, messieurs. Dans l'actualité ce soir, le conseil d'administration de la SICARE, il s'est réuni ce vendredi. C'est la 118e session ordinaire sur un résultat plutôt encourageant. Plus de 33 milliards de francs CFA enregistrés au 31 décembre 2015. La courbe est ascendante depuis plusieurs années. Une jeunesse à la mer, quelle alternative pour une sortie de crise en Afrique? Les jeunes leaders du continent sont interpellés. Ils se réunissent en sommet en septembre prochain à Lomé dans notre capitale. L'initiative est à sa deuxième édition lancée ce vendredi. Enfin, de la gastronomie, l'art culinaire 108 dans la diversité culturelle, célébrée chaque 21 mai. Dégustation assurée tout à l'heure en fin de journal avec au menu du yeke-yeke, du batakman, du yagidi ou encore du boussa, des mets bien de chez nous. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. Et d'abord, au courrier des pairs du chef de l'État, 2 messages enregistrés ce soir. Le premier, un message de félicitations adressé à son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Le Cameroun qui s'apprête à commémorer dans l'allégresse l'anniversaire de sa fête nationale. Il m'est particulièrement agréable qu'il est le chef de l'État de vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement et à mon nom propre, mais très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir pour ce message cette heureuse occasion de communion nationale et de souvenir pour votre pays, pour me réjouir des excellentes relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent entre nos deux pays et souhaiter vivement de les voir se renforcer et se diversifier davantage pour le bonheur de nos populations respectives. Je reste par ailleurs convaincu que notre engagement commun en faveur d'une Afrique prospère et intégrée sera sans nul doute couronné de succès. Voilà ce que dit en substance ce message de félicitations du président Faure Gnassingbé adressé à son homologue camerounais. L'autre message, c'est un message de compassion adressé cette fois-ci à François Hollande, président de la République française, suite au crash en Méditerranée de l'avion d'Égypte Air qui a coûté la vie à des dizaines de personnes, dont plusieurs ressortissants français. Le message a dit ce qui suit en substance. Dans ces moments particulièrement douloureux, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement togolais et en mon nom personnel vous adresser mes condoléances les plus sincères. Je vous remercie de bien vouloir transmettre aux familles endeuillées l'expression de ma sympathie et de ma solidarité dans l'épreuve. Voilà donc pour ce message de compassion. On en vient maintenant aux circonstances du crash. Aucune hypothèse n'est écartée. Ce qui surprend tout de même, eh bien, c'est l'absence de signal de détresse avant la chute de l'appareil. Une panne générale à bord de l'avion est-elle alors possible? Élément de réponse dans ce document France 2. Des moteurs et une panne générale dans le cockpit. Ce scénario redouté des pilotes peut-il expliquer le crash de l'A320 d'Égypte Air? Nous avons fait le test avec ce spécialiste, directeur d'un centre de simulation de vol, en commençant par la panne simultanée des 2 réacteurs. Là, les moteurs, ils sont à 0 et on s'aperçoit que l'avion plane très bien. L'avion, c'est pas parce que nous n'avons plus de moteur que l'avion pique, il plane. Voilà. Rien à voir donc avec la chute rapide effectuée par l'avion d'Égypte Air et les virages brutaux, à gauche puis à droite, réalisés par l'appareil. Pour notre test, nous multiplions donc les problèmes techniques. Si on rajoute par-dessus tout ça une panne électrique? Alors, si on rajoute une panne électrique, il y a ce qu'on appelle la rate. C'est une éolienne qui va sortir sous l'avion. Cette éolienne, de par l'effet du vent extérieur, va se mettre à tourner, générer l'électricité. Enfin, si on rajoute une panne radio, encore plus... Une panne radio, pas de souci. S'il y a une panne radio, on ne peut plus communiquer par radio. On a un code transpondeur qui va s'afficher en éco-radar au sol pour montrer qu'on a une panne radio. Une démarche que n'ont apparemment pas faite les pilotes d'Égypte Air. Aucune alerte entre le dernier contact avec le contrôle aérien grec à 1h48 et la disparition de l'appareil des écrans radars à 2h39. Les pilotes ont-ils été dépassés par une accumulation de problèmes techniques, comme pour le crash d'un vol Air-Asia l'an dernier, ou ont-ils été surpris par un événement brutal? Cette absence d'alerte reste pour l'instant un mystère. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure. Courbe ascendante, résultat net encourageant. La SICARE affiche un capital bénéfique de plus de 33 milliards de francs CFA. La compagnie de réassurance tient la 118e session ordinaire de son conseil d'administration depuis ce matin. Le compte rendu de Mathias Tchouglo. La compagnie de réassurance SICARE a tenu sa 118e session ordinaire du conseil d'administration. Occasion pour les membres du conseil, les administrateurs, de revisiter les résultats de l'exercice clôturé au 31 décembre 2015.
33 milliards 600 millions de francs CFA. C'est le résultat net. Créé en 1981 par les États membres de la Conférence internationale de contrôle d'assurance SICA, devenu depuis la signature du traité ciment la Conférence interafricaine des marchés d'assurance en 1992, la SICARE a effectivement commencé ses activités en janvier 1984. Avec un bénéfice d'environ 3 milliards 240 millions de francs CFA contre 2 milliards 655 millions de francs CFA. Également, les bureaux régionaux de Nairobi au Kenya et à Tunis, qui sont désormais opérationnels depuis le mois de mars dernier, et surtout l'obtention, je dirais, ça il faut dire que j'insiste, l'obtention par la compagnie de la notation AM Best, ce qui confère désormais à notre compagnie, je dirais, confiance, crédibilité et même respectabilité. Plus de 30 ans après, les résultats démontrent à suffisance que la compagnie se porte bien et nourrit de nouvelles ambitions. Malgré la morosité de l'environnement économique mondial, la compagnie qui a son siège ici à Lomé entend se positionner en peloton de tête en matière de réassurance. Nous avons prévu aussi dans le plan d'établir des relations durables avec les agences de notation de renom. Nous étions notés depuis par une agence africaine, GCR, qui est basée en Afrique du Sud. Nous étions d'ailleurs très bien notés par cette agence. Mais depuis donc 2007, depuis janvier 2016, nous avons reçu notre première notation, notre premier rating de l'agence AM Best de renommée internationale. Nous avons été notés B au niveau de la solidité financière et BB+ pour les crédits émetteurs. Et au niveau de la gouvernance, nous avons donc amélioré la gestion de la compagnie sur ce plan-là. Et dans le plan initial, on prévoyait de réaliser 40 milliards à l'horizon 2020, mais dans le plan révisé, cet objectif a été relevé à près de 70 milliards. 70 milliards. Et pour cet exercice 2016, d'ailleurs, nous prévoyons réaliser les 40 milliards qui étaient prévus dans le plan initial pour 2020. Et en ce qui concerne le bureau du Kenya dont je vous parlais tantôt, pour l'instant c'est un bureau de contact et donc à moyen terme nous allons donc filialiser. En plus des 12 pays africains membres, des institutions financières et banques telles que la BOAD, le FSA et près d'une soixantaine de compagnies d'assurance font partie de l'actionnariat de la SICARE. Comme mission, la SICARE entend promouvoir le développement des activités nationales d'assurance et de réassurance dans les pays membres, favoriser la croissance des capacités de souscription et de rétention nationale, sous-régionale et régionale, et enfin contribuer au développement économique de la zone ciment en particulier et de l'Afrique en général. Le sujet fait débat, chacun y va de sa définition, de sa vision sur le processus. La décentralisation est au cœur des discussions de la nation. Les organisations de la société civile donnent leur point de vue. Elles étaient en table ronde hier à Lomé Lucassi avec Sylvain Abdou. Les associations de la société civile togolaise apportent leur contribution au processus de décentralisation enclenché par l'État. Et c'est à travers cette rencontre d'échange sur ces questions d'actualité nationale. Pour ces organisations, la population et le développement doivent être au cœur de ces processus républicains. Nous avons pu rassembler les acteurs de la société civile qui se sont prononcés sur la manière dont ils voient la question des réformes et de la décentralisation. Vous avez vu des propositions concrètes sont sorties, quelles devaient être les appréhensions de ces acteurs et leur rôle en tant qu'acteurs de la société civile pour accompagner ce processus de réforme et de décentralisation. Il faut que la femme de Jack Banga sache ce que ça change désormais pour elle quand on dit que désormais on est dans la décentralisation. Ces associations ont par l'occasion réitéré leur engagement à jouer le rôle qui leur revient, celui de contribuer aux côtés des autorités à un débat constructif pour le bien de tous.
Autre débat au cœur de la nation, la femme et la cohésion nationale. Les échanges ont eu lieu en présence de Nicolas Berlanga-Martinez. Le rendez-vous marque en fait la journée de l'Europe célébrée, rappelez-vous, le 9 mai dernier. CAF Jobo, Véronique Tanibou avec Christine Petit-Kialoudé. Elles sont issues de presque tous les secteurs de la vie socio-économique du Togo. Ces femmes identifiées comme battantes échangent ici à la résidence de l'Union européenne au Togo sur le thème « La contribution des femmes et la cohésion nationale ». Un accent est également mis sur le volet « Discrimination à l'égard des femmes ». Et nous sommes toutes ici pour échanger nos points de vue sur nos expériences, sur ce que nous voulons que notre pays soit demain et notre contribution justement à l'émergence de notre pays. On a énormément de compétences dans ce pays, énormément de femmes qui se battent pour faire avancer ce pays et qu'elles méritent d'être soutenues. C'était une discussion à bâton rompu qui nous a permis de ressortir une fois encore les entraves que rencontre la femme pour son épanouissement. L'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne a saisi cette occasion pour saluer le rôle combien important que jouent les femmes dans la construction d'une cité prospère et paisible. On a donné une attention particulière à la jeunesse et aux femmes leaders. Effectivement, aujourd'hui, c'était de mettre ensemble des femmes de domaines très différents, les mettre ensemble pour pouvoir encourager un débat qui aiderait à mettre une pierre de plus dans ces chemins vers l'égalité des genres. Les femmes représentent plus de la moitié de la population et à tous les niveaux, leur contribution est non négligeable. Cette rencontre leur a permis, une fois encore, de mutualiser leurs efforts en vue de l'éradication des maux, notamment les inégalités hommes-femmes et le terrorisme qui minent la société. Et pendant ce temps, à l'université de Lomé, les échanges sur le système LMD, licence master doctorant pris fin. Il y a toujours, ce qu'on note, des défis qui se heurtent à la mise en œuvre du système. Les explications CAF Jobo Chassimna Baga. Les échanges de haut niveau ont permis d'identifier plusieurs dysfonctionnements qui entravent le bon fonctionnement des universités publiques du Togo et la mise en œuvre dans les normes du système LMD licence master doctorat. De nouvelles orientations ont été préconisées pour faire de l'enseignement supérieur et de la recherche un atout pour la jeunesse et un levier de développement du pays. Les grandes orientations touchent évidemment les thématiques qui ont été développées. Il y a la gouvernance, où nous avons relevé qu'il y avait beaucoup de difficultés. Et les solutions également ont été identifiées. La mise en œuvre dépendra des acteurs. Il nous appartiendra de continuer de faire le suivi avec tous les acteurs sur le terrain. Nous avons parlé également de notre grande réforme majeure qu'est le LMD, qui doit être affiné davantage, faire en sorte qu'il y ait plus de souplesse dans certains mécanismes afin d'aller mieux vers la professionnalisation des filières, être en lien encore plus que par le passé avec le milieu du travail. Nous avons parlé de la modernisation par le numérique, les outils du numérique. Il y a à ce niveau aussi des chantiers importants qui ont été identifiés que nous devons poursuivre. Les travaux ont également permis de formuler des projets autour de certains besoins jugés pertinents pour renforcer les performances des universités publiques du Togo. Il s'agit entre autres du schéma directeur de l'information au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du centre numérique pédagogique, de la gouvernance, du processus d'assurance qualité, de l'appropriation des travaux du RESAO et de la recherche. Ces projets ont été évalués avec l'expertise de l'Agence universitaire de la francophonie. On notait la nécessité que le Togo puisse se doter d'une agence nationale d'assurance qualité pour réguler l'enseignement supérieur privé, pour accréditer les formations, pour contrôler la qualité de l'enseignement supérieur dans les espaces publics. Ils ont évoqué également leur ambition de pousser à la création d'un système national de recherche et innovation qui prend en charge les problématiques de développement du pays. Ces 2 jours d'échange ont été l'occasion de réaffirmer la volonté des responsables de l'enseignement supérieur et de la recherche de mettre les universités publiques du Togo en phase avec les défis de l'heure et au service des acteurs.
La suite est sachez que la 4e séance plénière de la première session ordinaire pour les députés, première séance ordinaire de l'année, aura donc lieu le mardi 24 mai 2016 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'indique ce communiqué du président de l'Assemblée nationale. Il constitue un pourcentage impressionnant, 80% de la population active. Le secteur informel est une force, mais colosse au pied d'argile. En cause, la protection sociale et l'assurance dans ce secteur qui reste à formaliser. Une étude a été justement commanditée à cet effet. Les résultats ont été révélés ce matin. Quoi siglé Luc Assis avec Esther Laclé. Au Togo, 85% des travailleurs relèvent du secteur informel et leur apport dans l'économie nationale reste important. Malgré la prépondérance de ce secteur, il est en proie à des difficultés liées à la protection sociale. C'est ce qui justifie la réalisation de l'étude intitulée « L'effort à consentir par les travailleurs du secteur informel togolais pour avoir accès à la protection sociale » dont les résultats sont rendus publics ce jour. Cette étude a révélé que quel que soit le secteur d'activité, la variabilité du revenu et le niveau d'éducation sont les principaux déterminants du consentement accueilli. Donc des mécanismes doivent être mis en place pour pouvoir rehausser le revenu des ménages en milieu rural et également procéder à des sensibilisations en matière de coûts et de bénéfices pour l'accès au système de protection sociale. Cette étude va nous donner une base de données, des informations qui permettront à terme de mettre un autre système pour ceux qui ne sont pas des salariés. Réalisé par une équipe du Centre de recherche et de formation en sciences économiques et de gestion de l'Université de Lomé, l'étude a reçu l'appui de la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI. Cette dernière entend prendre en compte les résultats de l'étude pour renforcer ses actions. La DOSI est fière des résultats de ces études, en ce sens qu'elles viennent renforcer nos données statistiques et en termes de protection sociale des acteurs du secteur informel. En charge du dit secteur, la DOSI a pour mission d'organiser, de structurer et de formaliser les acteurs, de formaliser progressivement ces acteurs vers la formalisation de leur métier. Elle vient renforcer nos données et elle nous permettra de réorienter nos stratégies et de pouvoir faire des prévisions à court et à long terme. Le secteur informel représente un enjeu important pour tous les pays en quête de ressources pour leur développement socio-économique. Les conclusions de cette étude ont abouti à des recommandations telles que l'intégration des travailleurs du secteur informel au programme de protection sociale à un coût réduit. Voilà un reportage présenté par Ramdan Bassina. Et ceux qui ne sont pas des salariés, les cotonculteurs par exemple, les meilleurs primés, encouragés à travers le territoire. Hier, nous vous parlions déjà de l'Arja Laré dans le Tône. Ce soir, les lauréats dans Kéran, Doufelgou, Assoli. Le récit, Nestor Moujou. Kéran, Doufelgou et Assoli sont les préfectures de la région de la Kara où les meilleurs cotonculteurs et techniciens de la campagne 2014-2015 ont reçu leur récompense après les étapes de Dankpen et Bassar. Par rapport aux critères fixés, la Kéran occupe la deuxième place dans la région après Dankpen avec 3 cotonculteurs individuels et 2 GPC, groupement de producteurs de coton. Le troisième rang revient à Doufelgou avec un cotonculteur et une cotoncultrice et 2 GPC. Bassar suit avec 2 GPC et Assoli ferme la marche avec 1 GPC. Quant à la Kosa et la Bina, aucun producteur, aucun technicien et aucun GPC n'a obtenu la moyenne minimale requise de 12 sur 20. Pour les lauréats, les prix reçus donnent raison à l'adage qui dit « Qui laboure au soleil mangera à l'ombre ». J'ai gagné 200 000. J'ai gagné 14 sacs d'engrais et un appareil de traitement. Tout ça là, je suis content parce que ça va améliorer ma culture. Le pourquoi j'ai opté pour la culture cotonnière, c'est là où il y a les intrants au moins à crédit. Et il faut que j'opte la culture cotonnière pour gagner les intrants pour pouvoir cultiver. Là comme ça je vais gagner pour faire autre chose. C'est pourquoi la première des choses j'ai opté pour la culture cotonnière. C'est pour avoir une base. Je me suis lancée dans la culture cotonnière et je suis mon mari. Ce qu'il fait, je le triche. Ce qu'il fait, je fais ça.
Et depuis l'année que j'ai commencé à faire le coton, je n'ai jamais cessé. C'est en 2006 que j'ai commencé à faire le coton et je n'ai jamais cessé. Même quand il y avait eu des problèmes, moi je faisais le coton. Le prix était à passer, ça a descendu que le coton n'a pas de prix, mais moi je faisais toujours le coton. En instituant le programme récompense des producteurs de coton et des techniciens, la NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo, active le levier de la remobilisation autour de la culture de l'or blanc. Rien qu'à écouter les témoignages des lauréats, rien qu'à suivre les réactions des producteurs, l'on peut sans nul doute espérer que la campagne 2016-2017 est partie sur de bons auspices et que la compétition est désormais lancée et que les cotonculteurs n'attendent que les bonnes pluies pour libérer leurs énergies. À travers cette campagne, ils ont compris également, et c'est même tout le sens même de cette cérémonie, qu'il ne suffit pas parfois de beaucoup emblaver, mais il faut veiller au respect de l'itinéraire technique pour avoir la productivité. Donc, on peut faire ce que nous appelons des cultures sur des superficies relativement moyennes, mais y mettre tout le paquet technique pour avoir de bons rendements et donc gagner beaucoup de sous. Les meilleurs producteurs et techniciens de la campagne 2014-2015 de la région de la Kara ont eu en espèces sonnantes et trébuchantes 5 825 000 francs CFA. À cette somme s'ajoutent les 8 500 000 du coût du tracteur offert aux premiers producteurs de toute la région, le million du tricycle qu'a gagné la première productrice et les valeurs monétaires de 71 sacs d'engrais NPK, de 26 sacs d'urée, de 8 appareils de traitement de champs, des tablettes, des t-shirts et casquettes de ces cotonculteurs et techniciens qui se sont illustrés par leur travail. Et pour être tout à fait complet sur cette filière coton, eh bien, sachez qu'une formation de 4 jours sur le fonctionnement, la gestion des structures dirigeantes du secteur a débuté ce vendredi. L'accent sera mis au cours de cette formation sur le rôle de ces organisations de producteurs en tant qu'actionnaires de la nouvelle société cotonnière du Togo. Quoi sigler Lucassi. Les enjeux économiques de la filière coton au Togo ont amené le gouvernement à entreprendre toute une série de réformes afin d'insuffler une nouvelle dynamique dans la production et la commercialisation de ce produit de rente. La création de la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT, en est une illustration. Elle est souscrite par l'État à raison de 60% et la fêtière nationale des organisations des producteurs de coton, FNGPC, 40%. Cette position de la fédération lui confère des avantages et obligations que ses acteurs principaux doivent connaître afin de mieux intervenir dans la filière cotonnière. À la sortie de cette formation, premièrement, que nous tous, le côté producteur, qui est le côté le plus vulnérable des actionnaires, puissent connaître qu'est-ce qu'un actionnaire, quel est son rôle, quels sont ses devoirs, qu'est-ce qu'il doit faire pour contribuer à l'émergence de la production cotonnière au Togo. Et maintenant aussi, maîtriser aussi les documents de gestion. Plusieurs modules ont fait objet d'échanges à cette session de formation, notamment la mission et le fonctionnement d'une société cotonnière et l'apprentissage de la lecture des documents de gestion. Donc nous allons rappeler les tests de l'OHADA dans le domaine et nous allons les former aussi dans les documents de gestion, que sont les états financiers, que sont les budgets, le rapport du commissaire au compte, le rapport de gestion. Donc nous allons outiller le conseil d'administration pour qu'ils jouent pleinement leur rôle en tant qu'organe décisionnel. Cette séance de formation qui a reçu le soutien du projet d'appui au secteur agricole PASA permettra à ces différents acteurs d'appréhender le rôle de la fédération en tant qu'actionnaire de la NSCT, mais aussi de prendre des décisions et de poser des actes concrets pour le développement de la filière coton au Togo. Un reportage présenté par Antoinette Omao Vavor. Il est 20h et bientôt 25 minutes. Cette interrogation qui renvoie à l'immigration.
Une jeunesse à la mer. Quelle alternative pour une sortie de crise en Afrique? Question pour les jeunes leaders du continent réunis en sommet en septembre prochain à Lomé, dans notre capitale. Le lancement officiel de cette deuxième édition a eu lieu ce vendredi. Dédé Koussao, Augustin Kossi avec Esther Laclé. Combien sont-ils candidats à l'immigration qui ont péri en mer? En 2015, par exemple, 3770 migrants africains sont morts aux portes de l'Europe. Aujourd'hui, le constat fait l'unanimité, les jeunes Africains veulent immigrer à tout prix. Il faut alors trouver des alternatives durables à ce drame. C'est dans cette perspective que 220 jeunes leaders des pays de la CEDEAO vont se retrouver du 6 au 8 septembre à Lomé dans le contexte de la deuxième édition de Wales Togo 2016. Le souci de pouvoir décourager les jeunes qui sont aujourd'hui de plus en plus candidats à l'immigration clandestine en Afrique de l'Ouest. Vous savez que ces dernières années, il y a eu des statistiques qui ont affolé les compteurs par rapport à ces jeunes qui sont de plus en plus candidats à l'immigration clandestine. Et donc c'est aujourd'hui un sommet qui va se tenir en septembre à Lomé, que nous lançons aujourd'hui à la délégation de l'Union européenne pour pouvoir répondre à ce souci précis de décourager les jeunes, de leur donner des outils pour pouvoir permettre à ces jeunes justement de pouvoir entreprendre, de pouvoir créer des entreprises et de pouvoir être à même de préparer l'avenir. La jeunesse à la mer, quelles alternatives pour une sortie de crise en Afrique? C'est le thème de ce sommet des jeunes leaders de l'Afrique de l'Ouest. Et tous les acteurs, y compris l'Union européenne, conviennent d'attaquer le mal à la source. Le thème se révèle d'actualité surtout au moment où le Togo s'apprête à accueillir le sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. C'est un sujet qui nous soumet, la sécurité dans les golfe de Guinée, c'est aussi la sécurité de l'Europe. Mais on a travaillé ensemble avec le gouvernement du Togo pour ajouter à ces sommets aussi la question des migrations, et notamment la question de la migration irrégulière, pour trouver, au moins pour analyser ensemble, pour avoir un dialogue constructif sur les racines de ces migrations irrégulières et essayer ensemble de donner solution. Durant les 3 jours, il s'agira de former, d'échanger avec ces jeunes sur l'entrepreneuriat, l'auto-emploi et le volontariat. Wales Togo 2016 entend créer un réseau des jeunes décidés à innover. Il dispose également d'un site web officiel pour les inscriptions et renseignements. www.walestogo2016.com. Dans le reste de l'actualité, des attestations pour des agents de la zone portuaire. Ces derniers viennent de voir leur capacité renforcée sur les visions de développement des services du secteur portuaire. C'est la 7e promotion. Quoi sigler, Antoinette Omovova. Après une année de formation sur la gestion moderne des ports à travers le programme Train of Trade, ces 13 récipiendaires togolais de la 7e promotion sortent nantis d'un diplôme, un certificat qui atteste de leur qualification à mieux appréhender les enjeux du secteur portuaire en y apportant leurs compétences dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Le programme Train of Trade est une initiative de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED pour apporter un appui institutionnel aux plateformes portuaires dans les pays francophones d'Afrique. Ça permet aux utilisateurs de mieux connaître le port, son domaine d'activité, ses perspectives d'avenir ou de développement. Ça leur permet également d'acquérir ou d'avoir une grande maîtrise des activités. Une fois que les participants ont conclu ce programme qui va au-delà de la formation, ils auront aussi une vision transversale de toute la gestion portuaire. Ils vont comprendre tous les acteurs de la chaîne, ce qui fait chacun. Et aussi le programme, il constitue l'opportunité, aussi l'occasion de mettre ensemble différentes personnes des différents services et des différentes entreprises de la communauté portuaire. Le port autonome de Lomé est l'un des principaux piliers de l'activité économique du Togo, dont l'importance rayonne au-delà des frontières. Ceci grâce à la qualité de ses ressources humaines. Les autorités togolaises ont permis la modernisation de l'outil portuaire. Il nous revient à nous de le fructifier à travers le renforcement des compétences de nos équipes managériales. Sans cela, les grands enjeux de la gestion portuaire dans le contexte de concession des activités échapperaient à l'intelligentsia portuaire.
C'est fort de cela que nous saluons une fois encore le programme pour cet appui multiforme. La remise de ces parchemins à cette 7e promotion ouvre la voie à la 8e promotion. La formation a reçu un soutien du Conseil national des chargeurs du Togo, CNCT. Gastronomie pour refermer cette édition. Voici pour votre soirée du yeke du Batakman. Au menu également ce soir du agidi ou encore du boussa, des mets bien de chez nous pour marquer la journée de la diversité culturelle célébrée chaque 21 mai. Bon appétit. Yeke, Batakman, Aye, Deha et Foufou sont quelques-unes des spécialités culinaires des régions maritimes et des plateaux. Agidi, Boussa, Tchoukoutou et Tfab, des recettes des peuples du Nord. Tous ces mets que découvrent ces visiteurs sont faits à base des produits agricoles locaux. Cette rencontre m'a permis de découvrir par exemple la nourriture de Boussa. On appelle ça Boussa qui est faite à base de l'igname et de l'arachide. Dans la région de la savane, là j'ai appris comment on fait la nourriture de Tfab. Ils ont fait tout à l'heure le couscous du fonio que j'ai jamais découvert dans ma vie. C'est la toute première fois que j'ai découvert cette recette et je crois que ça a été bien fait. J'ai même goûté tout à l'heure. Je vois comment nos bonnes femmes sont en train de se démerder pour l'alimentation dans notre cher pays du Togo. Dans ce stand, des légumes aux multiples valeurs thérapeutiques retiennent également l'attention des mordus de l'art culinaire. Par ce canal, les promoteurs du projet Couleurs du Togo entendent valoriser les produits du terroir dans toute leur diversité. Nous avons voulu par cette présentation attirer l'attention de toute la population sur la nécessité de revaloriser cette consommation d'aliments locaux et encourager aussi par cette voie la production agricole. Le projet est à sa 2e édition et se réalise sur le financement du Fonds d'aide à la culture. La première phase était consacrée à la formation des responsables des différents groupes de danse traditionnelle. La diversité culturelle étant un des facteurs de la cohésion nationale, Couleurs du Togo encourage chaque entité ethnique à la préserver pour en faire un outil de développement. Voilà un reportage de Serge Taston avec Christine Pété-Kieloudet. Ce rendez-vous à noter ce soir sur notre antenne, les musées du Togo et leur avenir. Débat ce soir au cœur de la nation avec Anita Tigakou et ses invités à suivre tout à l'heure à partir de 21h. Je vous souhaite un agréable week-end.